Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Tayeb. Bonjour Lionel. Bonjour Cécile. Alors Lionel, tu es directeur de la communication interne chez Harmonie Mutuelle. Mais aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est suite à une rencontre qui nous a permis de parler de ton parcours et de ta rencontre avec l'Inde. Tu es un passionné de photographie et de voyage depuis de nombreuses années. Depuis 20 ans, tu parcours le monde avec ton appareil photo. Tu as eu de nombreuses mises en avant dans des magazines célèbres, reçu de nombreux prix. Mais le voyage qui a bouleversé ta vie, et ce de plusieurs façons, c'est l'Inde. Alors Lionel, je te remercie d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Et je voudrais que tu commences par nous parler de ta première rencontre avec l'Inde, qui est une rencontre imaginaire, enfant. Déjà, l'Inde était quelque chose qui te fascinait. Oui, alors enfant, je ne sais pas, mais effectivement, comme avant tout voyage, on rencontre une destination avant même de s'y rendre. Et il y a toujours le voyage qu'on imagine avant le voyage qu'on fait. Et effectivement, l'Inde, c'est quelque chose qui est assez puissant à ce niveau-là. C'est-à-dire que je me souviens, c'est un souvenir d'adolescence, mais lorsque j'étais en cours au collège, Mhm. et qu'on faisait des cours sur l'agriculture française ou l'aménagement du territoire, moi, je prenais un peu d'avance sur les chapitres, je tournais les pages et Ouais. j'allais vers les chapitres qu'on faisait en fin d'année, c'est-à-dire en fin de programme, les chapitres sur la Chine, l'Inde, le Japon, les pays émergents, etc. Et je me rappelle effectivement que sur le chapitre de l'Inde, j'étais resté scotché sur une photo, on va dire classique de l'Inde, d'une rue indienne avec beaucoup de monde, avec des animaux, avec cette touffeur un peu tropicale qu'on peut voir, cette coloration un peu sépia. Et je me Mhm. rappelle que je restais un peu scotché à cette photo. Et voilà, je pense que c'est ma première rencontre avec l'Inde. C'est une photo qui était dans mes livres de géographie de l'époque. Et je Mhm. sais que 10 ans plus tard, quand je suis réellement parti en Inde, j'ai vu cette même image, mais du coup en réel. Et je me suis dit, ça y est, Lionel, tu es rentré dans la photo. Et voilà, et j'ai fait le rapprochement à 10 ans d'intervalle entre cette fascination avant l'heure que j'avais pour l'Inde et le fait de m'y rendre tout de suite après. Alors donc en 2000, tu fais ton premier voyage et là c'est un choc. Donc tu pars avec ton appareil photo, avec l'idée, tu avais déjà donc cette passion pour la photo, hein. Il y a vraiment un lien chez toi entre la passion du voyage et la passion de la photo. À chaque fois que tu voyages, tu fais une sorte de carnet de voyage, on en parlera après, qu'on peut retrouver sur ton site internet Route des Indes. Mais donc, tu débarques en Inde avec ton appareil photo. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, à l'aéroport. Alors, déjà, la passion de la photo est venue plus tard. Elle est venue avec l'Inde aussi, parce que j'ai fait 2 voyages en 2000, 2001, puis après 5 ans plus tard en 2006. C'est Mhm, plutôt en 2006 que j'ai basculé vers la photo. Et avant, ma façon de restituer les émotions, c'était plutôt par les mots, par mhm. l'écrit, et j'écrivais des carnets de voyage. D'accord. 5 ans plus tard, je me suis mis à faire de la photo, et du coup, dans mon site Route des Indes, on retrouve un peu les deux, c'est-à-dire le mix émotion traduite par les mots et émotion traduite par les images. Et ça Euh, fonctionne bien puisque sur ton site, on voit que tu as été mis en avant sur des magazines comme Géo, Routard. Tu as eu de nombreuses récompenses. Donc, l'émotion, tu as bien réussi à la partager, en tout cas. J'espère, en tout cas, c'est le but, c'est vraiment de transmettre, d'écrire quelque chose et de parler de ce qu'on ressent en voyage, soit à Mhm, travers la photo, soit à travers l'écriture. Je décris moins ce que je vois dans mes carnets ou dans mes photos que plutôt, enfin, en tout cas, j'essaye de décrire ce que je ressens. mhm. Alors, donc, tu arrives en Inde. Raconte-nous. Alors, la première, c'était effectivement en 2000 à New Delhi, Mhm, l'Inde du Nord, pour une visite de l'Inde du Nord de 3 semaines. Bon, l'aéroport, pas grand-chose, hein. Je précise d'ailleurs que je parle de l'Inde il y a 15 ans ou même 20 ans. Et voilà, donc peut-être que ce que je vais dire là ne correspond plus à l'image de l'Inde qu'on peut avoir, qu'on peut avoir en allant en Inde aujourd'hui, en mhm. tout cas jusqu'en 2020. Ouais, donc l'aéroport, classique, hein, une arrivée, mais on sent vraiment de la chaleur. On est un peu pris à la gorge par cette chaleur, par ouais, une sorte de touffeur. Et puis après, le taxi vous emmène sur cette grande autoroute qui va vers la ville. On voit déjà les rues défoncées. On voit, à l'époque en tout cas, on voit la nature qui est très très présente, même dans la ville. C'est ça Oui. qui est impressionnant. Et puis après, je me souviens, la première anecdote, c'est que je me souviens, on arrive à Delhi et moi, j'avais beaucoup étudié le plan de la ville et Oui. notamment où s'est situé l'hôtel. Uh-huh. Alors que je n'ai pas le sens de l'orientation dans la vie courante.
là, je me repère très bien en fait dans une ville inconnue. Et je me souviens qu'on était à un rond-point, la Connaught Place, et que le taxi faisait le tour du rond-point. Moi, je sais que le bloc D, le rond-point, c'était A, B, C, D, les routes. C'était bloc D, donc je le voyais faire le tour et je ne comprenais pas pourquoi il faisait le tour et j'avais l'impression qu'il cherchait. Et en fait, j'ai compris tout de suite qu'il ne savait pas lire. Et du coup, c'est pour ça qu'il cherchait le bloc D, c'est qu'il n'avait pas. Moi, je lui avais dit bloc D et il recherchait. Et puis, en fait, j'ai dû lui expliquer que c'était cette route-là parce que tout simplement, il ne savait pas lire. Et ça, c'est quelque chose typique, c'est qu'il faut abandonner nos concepts occidentaux, que l'on sait tous lire. Il faut même abandonner toute notre rationalité occidentale quand on va en Inde. Je pense que c'est encore le cas maintenant. Il faut pas, voilà, il faut vraiment avoir les yeux un peu de l'enfance, les yeux de la candeur, il faut être un peu sceptique aussi. Et je pense que voilà, la première rencontre avec l'Inde, c'est d'abord peut-être ce changement de regard qu'on doit avoir. Ce n'est pas évident. Je pense qu'il y a deux attitudes par rapport à l'Inde. C'est soit on est complètement aspiré, c'était mon cas, soit on a un phénomène de répulsion et du coup, on a presque envie de plier bagages et de repartir. Alors, oui, alors, il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, il y a comme tu me disais, cet empilement d'époques, le croisement entre sans cesse où nature et ville sont mêlés, l'ancien, le moderne, rien n'est, tout est en même temps présent en permanence. Je vais citer une phrase de Jean-Claude Carrière qui a écrit le dictionnaire amoureux de l'Inde. Il écrit « L'Inde est une surprise à chaque battement. L'Inde est une surprise à chaque battement de paupières, une provocation incessante du regard et de la pensée. » Et je pense que c'est ça quand on arrive, on arrive vraiment sur une autre planète où tous les sens sont perturbés, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude. Je vais citer plusieurs choses si je tente d'essayer d'analyser rationnellement ça, mais effectivement, la première chose que vous voyez, on pense peut-être qu'on va en Inde pour les paysages, pour les monuments comme le Taj Mahal, mais en fait, c'est très marginal. On va en Inde et on découvre que le paysage principal, c'est la foule. C'est les hommes, c'est les gens avec lesquels on a un contact physique. Il suffit de se balader dans une rue du Vieux-Delhi ou de Bombay pour comprendre qu'on est compressé et qu'on est vraiment… voilà, si on n'aime pas le contact, il ne faut pas aller en Inde parce que… ou alors, voilà, en tout cas, on raterait quelque chose. Mais l'idée, c'est qu'on est frappé par ça, par cette multitude de personnes. Et non seulement de personnes, mais on est sur des foules qui ne sont pas quelque part cohérentes comme chez nous, je n'ose pas dire, avec le même style de mode. On est sur une variété de personnes, entre le businessman, le mendiant couvert de cendres, celui qui va vous vendre quelque chose, qui donne l'impression qu'il y a mille et un destins qu'on pourrait embrasser parce qu'il y a une foule qui est vraiment variée. Je donne un exemple, c'est que sur le billet indien, en tout cas à l'époque, le billet d'un roupie, le mot roupie est écrit en 17 langues parce que c'est écrit en hindi, en bengali, en punjabi, etc. Et ça montre à quel point il y a une variété de personnes qu'on peut avoir de type, mais aussi de façon de vivre et d'en passer sa vie. Alors là, souvent dans les précédents épisodes, on a pu parler d'altérité, mais alors peut-être que l'Inde, c'est vraiment l'exemple par excellence de rencontre avec l'altérité. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, dans notre échange, tu parlais de mots choc. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on est résistant à ce choc-là et on arrive à s'adapter, à recevoir ces mille et une nouvelles informations auxquelles on n'est pas habitué, visuelles, sensorielles, émotionnelles, voilà. Soit, comme tu disais, on le vit peut-être aussi pas très bien et ça peut être compliqué. Et donc, à un moment donné, tu me disais aussi, il y a un vertige qui est dû à l'absence de filtre. Alors c'est ça, si je continue entre guillemets analyse, je mets ça entre guillemets. Donc il y a d'abord la multitude, la foule. Ça c'est le premier, c'est l'un des piliers du choc qu'on peut ressentir. Ensuite, tu l'as dit, c'est l'absence de séparation entre la nature et la ville. Les deux sont mêlés. Vous avez des vaches dans les rues, vous avez des plantes qui poussent sur les façades d'immeubles, vous avez des rats sur les trottoirs, vous avez des singes sur le balcon. Enfin, vous avez des oiseaux qui chantent partout. Il y a cette omniprésence de la nature et ce mix entre la nature et la ville, où à tel point qu'on distingue difficilement les deux, en fait. Il y a pas de… voilà. Le troisième point, donc, en dehors de la foule et de l'absence de séparation entre ville et nature, c'est aussi le fait que c'est l'empilement des époques. Chez nous, en Occident, lorsqu'on invente quelque chose, l'invention précédente disparaît naturellement. En Inde, on a l'impression que tout s'empile. Et le moderne ne remplace pas l'ancien, il s'ajoute à lui, et donc c'est pour ça qu'on va voir une Mercedes qui va croiser une vieille charrette à bœufs, on va voir un tuk-tuk qui va croiser un van japonais, qu'on va voir effectivement
une belle voiture qui va croiser, à l'époque en tout cas quand j'étais à Calcutta, c'était ça, un tuk-tuk humain, c'est-à-dire quelqu'un qui tire une charrette avec des gens dedans. Donc il y a cet empilement d'époque qui donne vraiment le vertige parce qu'on a l'impression qu'on empile en Inde tout ce que la création, qu'elle soit humaine ou divine, a pu faire naître depuis des siècles. Et il n'y a rien qui s'annule. Donc c'est ça, on a l'impression d'être confronté à une mosaïque. Et c'est vrai que voilà, on est là-bas, le passé n'est pas le passé. C'est l'une des formes du présent qui prolonge en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, dans l'effet miroir que ça peut nous faire à nous-mêmes, dans cette altérité, dans cette rencontre avec l'autre et de tout ce qu'il a de différent avec nous, ce que tu évoquais, c'est il y a d'abord ce choc et donc qui nous fait nous renvoyer à nous-mêmes et on va à la rencontre de ce soi-même qui n'a plus les mêmes codes habituels. Il y a ça, c'est cet effet, on peut dire que cet effet de foule omniprésente. Oui. Effectivement, tu vois l'humain, mais sans filtre, c'est-à-dire tu vois la pauvreté, tu vois la laideur, tu vois la beauté aussi, hein, tu vois la maladie, tu vois la souffrance. À Bénarès, tu vois la mort, hein, au bûcher des crémations. Oui. Donc, il n'y a pas de filtre. Donc, ça aussi, ça contribue à perturber. Et finalement, tout ce mélange entre passé et présent, entre la croyance et la science, entre l'éternel et le passager, je dirais même, quand ils disent oui en Inde, ils font non ce qui pour nous est non de la tête. Mais en fait, ça veut dire oui et non à la fois. Donc, c'est très perturbant. Donc, ça, c'est un symbole, mais toute cette mosaïque-là, finalement, nous donne un peu la possibilité de nous observer nous-mêmes et voilà, d'avoir cette impression d'être dépaysé en même temps d'être chez nous. Et voilà. Et du coup, on commence à faire cette troisième rencontre avec l'Inde qu'on imagine d'abord, l'Inde dans laquelle on voyage. Et la troisième rencontre qui est plus subtile, c'est la rencontre avec soi-même. Et je pense que l'Inde, c'est vrai de tous les voyages. Mais il y a c'était dans un livre de Pascal Bruckner que l'Inde, en Inde flotte partout l'odeur des choses à naître. Et il y a cette sensation que effectivement, je ne sais pas dire, mais c'est comme si on sortait de la caverne de Platon, où on vit dans un théâtre d'ombre et d'un coup on se retrouve en pleine lumière. Et là, on se pose des questions sur nous-mêmes et sur la vie qu'on menait avant. Et oui, on avait évoqué la sensation de renaître aussi, c'est-à-dire que de se réapproprier des choses, d'une part, et d'autre, le fait de remettre ses sens en éveil pour être pleinement dans ce voyage, dans cette rencontre, faisait ressentir des plaisirs d'enfant. Oui, c'est ce que j'essayais de dire en préambule, c'est-à-dire qu'il faut assez rapidement abandonner sa vision des choses qu'on peut avoir en Occident. Le fait que tout soit organisé, le fait que tout soit rationnel, le fait que tout ait un sens, le fait que quand on dit quelque chose, on s'y tient. Il ne faut surtout pas dire le contraire juste après. En Inde, tout ça, c'est radicalement inverse. On peut dire un truc le matin, on peut dire un truc le soir, qui soit complètement opposé. Et c'est normal parce que c'est l'impermanence des choses. Donc c'est ça qui perturbe. Tout bouge en permanence, c'est le mouvement en permanence. Voilà. Le passé, le présent, c'est pareil. Le oui ou le non, c'est pareil. La science et la croyance, pardon, c'est pareil. Et tout ça est tellement mélangé que forcément, ça perturbe votre façon de voir les choses. Ça perturbe cette idée que tout est d'une ligne droite, où on progresse, etc. Et puis, cette foule, comme je l'ai dit, différente, montre que finalement, on pourrait vivre le destin qu'on est en train de vivre, sa propre vie, elle aurait pu être complètement différente quand on voit la grande ou l'immense variété de destins auxquels on est confronté face à la foule. Et donc, à quel point tu m'expliquais que tu avais lu un livre sur des Occidentaux qui devenaient fous en Inde. Ouais, je l'ai lu il y a longtemps, je ne saurais pas le résumer, mais je sais que c'était un collaborateur de l'ambassade de France à Bombay, qui s'appelle Régis Hérault, et qui avait écrit, et dont le livre, c'est juste une succession de cas de personnes qu'il a vu passer et qui étaient rendus complètement fous par l'Inde. Parce qu'à un moment donné, ce choc avait été trop violent pour eux et ils étaient en perte de repère complet. Exactement, c'était ça. Ils étaient en perte de repère complet et ils n'avaient rien auquel se raccrocher. Moi, je sais, alors, à ma modeste échelle, que
quand je pars en Inde, et je pense que tous ceux qui sont partis peuvent peut-être partager ça, au début, on est assoiffé d'exotisme. On a envie de tout voir, on a envie de manger des trucs au curry, on a envie de se mêler dans la foule, on a envie de petits hôtels à la routard, etc. Et qu'à la fin, on a envie de rencontrer des gens, bien sûr, et qu'à la fin, en fait, on n'en peut plus. Il y a une forme de saturation et on a envie, à l'inverse, d'Occident presque. C'est-à-dire, moi, je me Oui, on souviens va se raccrocher, je pense. j'étais dans un McDo ou un Starbucks, je ne sais plus, quelque chose qui me remet un repère Oui, que c'est j'avais ça. vu avant. Voilà. Et même, à la fin, il y a presque un phénomène de rejet. Enfin, à l'époque, en tout cas, maintenant, c'est sans doute différent avec les téléphones portables, mais on n'était pas anonyme quand on est occidental en Inde. C'est-à-dire que vous êtes constamment épié par ils ont voilà, des Indiens ont des yeux, des pupilles noires. On a l'impression que c'est des ventouses qui se collent à vous. Vous faites votre lacet, ils regardent et tout. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui vous abordent avec les mêmes questions. Where are you from? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous êtes marié? Combien vous gagnez? Etc. Et donc, il y avait beaucoup de rencontres comme ça. Donc, on est un peu une rockstar à l'époque, qui débarque dans un endroit où il y aurait tous ses fans. Et, donc, je pense que c'est moins vrai maintenant parce qu'avec les téléphones portables, la photo, mais à l'époque, tout le monde voulait se faire prendre en photo avec. Et alors, donc, tu as, de cette rencontre avec l'Inde, qu'est-ce que tu en as retiré sur ta passion de voyage, de la photo? En quoi ça t'a changé? Il y a plusieurs changements. Déjà, il y a plusieurs changements à plusieurs niveaux. Déjà, j'en ai retiré des choses très concrètes. J'en ai retiré peut-être l'envie d'écrire, de transmettre. Évidemment, je fais des carnets de voyage, comme tu l'as rappelé, mais l'écriture est aussi utile dans mon travail ou de communicant interne où il faut prendre une matière, la restituer et quelque part en faire une histoire. Oui. Donc, cette envie d'écrire me sert, même si ce n'est pas la même façon d'écrire en voyage que d'écrire en travail où on a plus de contraintes. Mais ça, le fameux storytelling des communicants. Voilà. Entre autres, voilà, mais le storytelling, il est basé sur des émotions. Il faut aller les chercher, il faut aller chercher l'humain. Et peut-être que cette façon d'écrire des carnets de voyage qu'a généré l'Inde en moi, quelque part de transmettre les émotions et de se servir du voyage comme un miroir sans teint, je l'applique un peu dans mon travail, dans cette façon de prendre de la matière humaine, finalement. Au travail, c'est pareil, il faut chercher de l'humain et d'essayer de la restituer par différents canaux possibles. Bien sûr, pas seulement l'écriture. La deuxième chose que j'en ai retirée, donc c'était un voyage 5 ans plus tard, c'était le goût de la photo. Je sais qu'à un moment, avant, je prenais juste des images, comme on prend aujourd'hui les photos avec son téléphone portable, juste pour illustrer ce que j'écrivais avant. C'était juste de l'illustration. Et je sais qu'une fois, j'ai pris une photo dans le Gange de 2 Indiennes qui se baignaient. Il y avait une sorte de grâce avec un jeu de transparence de leur sari qui trempait dans l'eau. Enfin, il faudrait la montrer pour que ça soit plus flagrant. Mais je me suis dit, là, elle dégage quelque chose. Et j'ai compris que j'ai compris en moi, en fait, qu'on pouvait écrire avec la lumière et quelque part raconter des choses avec l'appareil photo. Donc, ça a déclenché ça. D'accord. Et donc, ça a déclenché à ce moment-là aussi donc ton site web qui a généré voilà, alors après, j'ai fini par tout cumuler, les textes, les photos dans un site web. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait tout un univers justement de blogueurs, de voyageurs qui écrivaient. Certains d'ailleurs en vivent et je les envie. Et donc, j'ai pu faire participer certains carnets de voyage ou photos de voyage, et notamment un carnet de voyage d'un des voyages en Inde m'a permis de gagner des voyages. Alors, pas en Inde, mais en tout cas, donc j'en ai retiré des choses très concrètes. Le goût de l'écriture, de la photo, des voyages, et puis peut-être de façon plus étonnante, l'un des éléments qui m'a permis d'avoir mon travail actuel. Ah oui, alors raconte, parce que du coup, donc la rencontre avec l'Inde te permet de faire une autre rencontre. En fait, il y a 10 ans, je cherchais un nouveau travail. Enfin, je voulais changer d'entreprise. Donc, j'ai postulé et donc j'arrive en entretien d'embauche dans une mutuelle qui s'appelait Prévaliès à l'époque, et je rencontre la directrice communication. Et j'avais mis dans mon CV que, dans la rubrique hobby, que j'écrivais des carnets de voyage, et j'avais mis l'adresse de mon site, Route des Indes. Et du coup, la directrice communication, que d'ailleurs je salue, certes, on a fait l'entretien classique, je dirais, et puis après, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a parlé de l'Inde parce qu'elle aussi y avait aidé. Et il y a cette espèce d'alchimie entre 2 personnes qui sont allées en Inde et qui, eux seuls, peuvent comprendre. Oui, tu m'expliquais ça. Eux seuls peuvent comprendre ce qu'on vit là-bas, en gros. Et donc, du coup, on a échangé beaucoup d'impressions, et je pense que par rapport à des
concurrents potentiels sur le poste, ça a dû faire la différence. Donc, on se reconnaît aussi entre nous. Il y a une forme de reconnaissance parce qu'on a vécu quelque chose de très fort, de très particulier en étant allé en Inde. Ouais, on a cette impression qu'effectivement, d'avoir vécu quelque chose. On peut l'expliquer, on peut, comme moi, essayer de le traduire en photo et en carnet de voyage, mais on ne sera jamais qu'à la surface des choses. Là, je vous donne un exemple, par exemple, c'est que mon premier voyage en Inde, je suis parti en couple. C'était un couple qui était un peu en difficulté. Ouais. Et évidemment, on croit toujours que quand on voyage, on va tout résoudre. Et c'est l'inverse, on emporte ce qu'on a à la maison, on l'emporte et c'est complètement décuplé. Donc, c'est un vrai voyage qui, d'un point de vue relationnel, c'est vraiment super mal passé. Et donc, on est rentré dans cet état un peu déchiré. Et pourtant, on avait un tel manque quand on est rentré. On avait cette impression de passer d'un film de couleur Bollywood à un film noir et blanc de RTF. Vraiment, ça donne vraiment J'aime bien la métaphore, ouais. Mais ça donne ça donne une sensation le retour de l'Inde, même si à un moment on rêve d'en partir, ça donne cette sensation de désenchantement un peu. Parce qu'on retrouve un quotidien qui a l'air beaucoup plus austère, beaucoup plus tracé, et pas du tout cette énorme, cette variété de destins qu'on a pu croiser, ou en tout cas dont on a pu avoir la perception. Où tout était tout le temps possible. Voilà, c'est ça. Et donc on rentre complètement déchiré, et pourtant, le lendemain, on avait un tel sentiment de désenchantement qu'on s'est senti obligé de prendre un café et d'aller se voir, même pas forcément pour parler, mais parce qu'il fallait qu'on partage ça, ce ressenti-là qui ne dure pas. Hein. Après, on reprend la vie. Oui, bien sûr. On avait besoin juste même d'être connectés, d'être ensemble, alors même qu'on se déchirait, parce qu'il fallait qu'on… En tout cas, vous parliez de l'Inde ensemble. Vivre seul avec ce désenchantement-là, temporaire, mais en tout cas, c'était assez puissant. Et au-delà de ces choses très concrètes, comme le goût de l'écriture, la volonté de prendre en photo et de transmettre par les photos, ou le fait d'avoir décroché mon travail, l'idée, c'est que peut-être de façon plus profonde, sont des voyages, là, ces 3 voyages que j'ai fait en Inde, qui m'ont fait évoluer en tant que personne, qui changent un peu la perception des choses, qui permettent d'avoir un regard un peu candide, un peu sceptique aussi, sur les choses, de comprendre que finalement, rien n'est permanent et que quelque part, il existe 1001 destins possibles et pas seulement celui pour lequel on semble tracer. Voilà. Et du coup, je termine peut-être par une citation de Jean Delacroix qui disait qu'on voyage non pas pour voir, mais pour ne pas voir. C'est-à-dire ne pas s'arrêter juste à ce qu'on a sous les yeux, mais aller au-delà et voir ce que ça peut traduire pour creuser un peu en nous-mêmes ce dont on est capable et ce qu'on peut aller chercher. D'accord. Alors, Lionel, pour ceux qui ne sont jamais allés en Inde, qui voudraient découvrir un petit peu au-delà de ce podcast, est-ce que tu aurais quelques recommandations bibliographiques à nous faire? Alors, pour se plonger effectivement dans l'Inde, donc il y a pas mal de guides qui sont très bien faits. Et après, pour vraiment apercevoir le pays, moi je l'ai cité tout à l'heure, mais j'aime beaucoup le dictionnaire amoureux de l'Inde de Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière a pas mal, a écrit des choses sur l'Inde, notamment le Mahabharata, qui est un livre sacré de l'Inde. Et puis c'était un amoureux de l'Inde en plus de tout ce qu'il faisait. Donc, dictionnaire amoureux de l'Inde, et puis c'est bien parce qu'on n'est pas obligé de le lire d'un trait. On peut le lire de A à Z, ou on peut au contraire picorer à droite à gauche, et c'est vraiment aller piocher. Ce style de lecture, ça correspond bien à l'Inde justement, de ce côté un peu fouillis. Après, tu as cité Fou de l'Inde de Régis Hérault, donc c'est juste alors il est un peu lointain comme ville, mais livre, pardon, c'est un livre qui recense des cas de personnes qui sont revenues complètement perturbées de l'Inde. Donc comme tu l'as dit, j'en lis un autre, c'est le livre Nocturne indien, donc c'est un roman d'Antonio Tabucchi, je ne sais pas comment on le dit, qui a été adapté en film par Alain Corneau avec Jean-Hugues Anglade, et c'est l'histoire ça rejoint ce qu'on s'est dit, mais d'un homme qui part à Bombay et en Inde pour rechercher un ami dont il a perdu la trace. Et plus il avance dans sa quête, plus il se rend compte que la personne qu'il cherche, c'est lui-même. Et à la fin, il se retrouve… Après, je ne dis pas la fin, mais en tout cas, il y a ce côté, je devais me confronter. Et quelque part, ça montre que le voyage en Inde, c'est quelque chose qui nous ramène à nos origines, et qu'on ne voyage pas en Inde, enfin, on ne découvre pas l'Inde, on se découvre révélé par l'Inde. C'est ça l'idée. Voilà. D'accord, je te remercie. On mettra de toute façon les plusieurs références dans la description de l'épisode, ainsi que ton site web et ton compte Instagram sur lequel tu publies régulièrement tes photos de voyage.
qu'on espère pouvoir être renouvelé très bientôt. Avant de terminer cet échange, je voudrais te poser la question que je pose à l'ensemble de mes invités. Si tu pouvais passer un moment, un dîner avec la personne de ton choix, une personne du passé, du présent, réelle ou fictive, laquelle Il y en aurait choisirais-tu? beaucoup, hein, forcément, c'est difficile de choisir, mais du coup, pour rester raccord avec Puisqu'on est voilà. obligé de Pour rester raccord choisir. avec le thème qu'on a abordé, allez, j'invite deux Ouais. personnes. Donc, Jean-Claude Carrière, malheureusement parti le 8 février dernier. Alors, déjà parce que Mhm. c'est un amoureux de l'Inde et qu'on pourrait avoir cette conversation inépuisable. Voilà. Ah oui, Mais aussi parce ouais, que c'est ok. quelqu'un qui a été écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène. Il a écrit pour la télé, la chanson, le théâtre, le cinéma, hein, avec ses collaborations avec Louise Bouniel. Mhm. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a connu des vies multiples et ça correspond bien à ce qu'on vient de se dire. Voilà, le fait de vivre plusieurs vies en une. Et aussi parce que c'est un conteur, Ouais, enfin, c'est quelqu'un qui sait raconter beaucoup de choses, hein. Enfin, moi, j'ai lu un ou deux livres, notamment la controverse de Valladolid. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui ouais, sait raconter des histoires et dans mon métier, on en raconte. Donc, j'aurais beaucoup de sujets de conversation avec lui. Et puis, j'aurais mis autour de la table ouais. aussi Sylvain Tesson, alors un avant-première Ah bah voilà, plus oui, récent, mais parce que j'aime un autre beaucoup son voyageur. concept du voyage, j'aime beaucoup sa plume. Et puis, il a Hmm. cette idée un peu de vrai voyage, c'est-à-dire cette idée du voyage un Oui, peu c'est sans ça. retour, où on se laisse porter et il sait voilà, il sait le restituer vraiment bien. Donc, voilà. Les deux convives sur cette table. Ben, deux très belles personnes, c'est vrai. Et puis, ça colle parfaitement aux propos et à, à cette thématique et ces deux beaux voyageurs, en tout cas. Ben, écoute, en tout cas, je te remercie, Lionel, d'être venu dans ce podcast rencontre. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.